L'or est une matière à nulle autre pareille. Une matière somptueuse et terriblement séduisante, rare et précieuse. Quelle que soit l'époque, quelle que soit la civilisation, l'or a toujours fasciné les hommes. Dès les temps les plus anciens, l'or a joué un rôle central dans l'histoire de l'humanité. L'or a glorifié la puissance des dieux et inspiré nos artistes. Il est le fondement même de nos richesses. Depuis de nombreux siècles, l'or est l'élément moteur de l'économie mondiale. L'histoire de l'or, c'est l'histoire d'une obsession. La mine de Savuka en Afrique du Sud se trouve à près de 4000 mètres de profondeur. La Terre ne livre pas ses richesses sans livrer bataille. Savuka est la mine la plus profonde du monde et l'on continue d'y creuser des galeries. À cette profondeur, la chaleur émise par le noyau terrestre rendrait tout travail impossible sans la présence de systèmes de conditionnement de l'air. Dans l'histoire de l'humanité, aucun matériau n'a jamais conduit les hommes à de telles extrémités. Et cet acharnement demeure aussi intense de nos jours. L'extraction de l'or est un processus complexe. Il faut 140 tonnes de roches et de minerais pour obtenir un seul kilo d'or. Après avoir été fondu, l'or revêt d'abord la forme de barres massives et grossières. Jour après jour, 1 tonne d'or est livrée par hélicoptère à la raffinerie Rand à Johannesburg. Les mesures de sécurité sont draconiennes. C'est ici que l'or sera traité jusqu'à atteindre un niveau de pureté quasiment absolu. Les barres ainsi obtenues sont pures à 99,88%. Chacune d'elles vaut près de 140 000 $, à peu près autant en euros. Dans sa forme pure, l'or est sans doute le plus beau des éléments que recèle notre Terre. C'est un matériau semblable au Soleil, qui reflète parfaitement la couleur de cet astre. Il provient de la Terre, où il a été forgé par la chaleur intense des premiers temps. Depuis l'Antiquité, sa beauté surnaturelle captive les hommes. Aucun autre élément de la nature n'offre un tel éclat ou une telle sensation tactile. À travers les siècles, on a utilisé l'or pour fabriquer les biens les plus précieux. L'or est un matériau rare. S'il était aussi commun que le sable ou le sel, il perdrait sa valeur et son attrait. La quasi-totalité de l'or produit jusqu'à nos jours existe encore aujourd'hui. Il a une telle valeur qu'il est toujours recyclé. Le bracelet que vous portez aujourd'hui peut contenir de l'or de l'époque des Égyptiens, Romains ou Incas. Si l'on pouvait l'entasser comme du sable, il remplirait tout l'espace compris entre les 4 pieds de la tour Eiffel jusqu'au premier étage. Cela représenterait 150 000 tonnes. Un cube de presque 20 mètres de côté.
L'or est un métal qui présente des propriétés tout à fait remarquables. Avec 30 grammes d'or à peine, on peut obtenir un fil millimétrique s'étirant sur plus de 80 km de longueur. Cette même quantité peut être battue en une feuille d'or d'une minceur extrême, 1/10 de millimètre. On peut faire beaucoup de choses avec très peu d'or. Oui, donc l'or a quelque chose de très particulier, c'est que c'est le métal le plus ductible qui existe, c'est-à-dire qu'on peut étendre et aplatir le plus possible. Chimiquement inactif, l'or ne rouille pas et ne se décolore pas. Sous l'action de l'eau, de l'air ou de la plupart des acides isolés, il ne subit aucune dégradation. Enterré pendant 1000 ans, il continuera à briller comme au premier jour. Faut-il donc s'étonner que les anciens lui aient attribué des pouvoirs surnaturels ? Parce qu'il semble éternel, on lui fait confiance plus qu'à tout autre matériau pour survivre au temps de crise. Nous avons le sentiment que sa valeur restera à jamais intacte. Pourquoi est-ce que depuis la naissance de l'humanité, l'homme a été amoureux de l'or ? Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire là, que je ne m'explique pas, mais que je constate. L'or est intemporel, et peut-être y a-t-il un écho de cette éternité dans chacun de nous. Nous aimerions tous être éternels, et l'or, en traversant les siècles dans son état originel, induit cette impression d'éternité. Ce caractère indestructible de l'or lui confère des propriétés sacrées. Les anciens l'utilisaient pour représenter leur Dieu. Mais l'or donne également naissance à des pulsions qui n'ont rien de sacré. Le désir de possession de l'or a détruit des civilisations entières. Et la recherche de l'or a détérioré à tout jamais une grande partie de notre environnement. L'histoire des hommes et de l'or est riche en tragédies de toutes sortes. Le poète et philosophe John Ruskin s'est d'ailleurs interrogé sur cette passion de l'or qui s'est emparée de l'humanité. Il a raconté l'histoire d'un homme qui avait emporté un sac de pièces d'or en mer. La tempête s'étant levée, chacun dut abandonner le navire. L'homme aux pièces d'or a sauté à l'eau avec son sac, qu'il a entraîné au fond. Ruskin s'est demandé si c'était l'homme qui possédait l'or ou si c'était l'or qui possédait l'homme. Notre relation à l'or est empreinte de nombreuses contradictions. Personne n'a besoin d'or, sauf comme élément de décoration. C'est un matériau parfaitement inutile. Il est beaucoup trop tendre pour fabriquer des objets utiles, mais ce sont les choses les plus inutiles qui ont la plus grande valeur. Si un objet vous est utile, vous allez en faire une monnaie d'échange. La demande à l'égard de ce matériau supposé inutile demeure toujours aussi incroyable. À elle seule, l'Afrique du Sud produit plus de 500 tonnes d'or par an. Nous l'utilisons en joaillerie et en électronique, en médecine et dans les arts. Et surtout, l'or permet de mesurer et d'assurer une grande partie de nos richesses. Cette obsession de l'or a façonné toute notre histoire. Mais revenons un instant à l'aube de la civilisation. Dans l'Égypte antique, l'or provenait du soleil. Ils le considéraient comme la chair et le sang des dieux. Pour les habitants de la région du Nil, fermiers et ouvriers agricoles, l'or était un élément qui appartenait exclusivement aux dieux et à leurs représentants sur terre, Pharaon.
Les artisans de l'Égypte ancienne travaillaient l'or pour en faire des bijoux délicats et des objets religieux. Les Égyptiens exploitaient des mines d'or dans les étendues désertiques de l'Ouest et plus au sud, en Nubie, qu'ils avaient surnommé le pays de l'or. Pour les pharaons et pour les prêtres qui régnaient sur l'Égypte, l'or était symbole de puissance. Il montrait à tous le lien étroit entre les gouvernants et les dieux. Mais les réserves d'or étant limitées, les artistes sont devenus experts dans l'art de la dorure à la feuille d'or. La dorure a dû être commencée à peu près au temps des Égyptiens, la dorure à la feuille d'or. On a retrouvé de la dorure vraiment à la feuille d'or, seulement les feuilles d'or étaient plus épaisses, mais c'était les mêmes procédés. Les Égyptiens ont choisi l'or pour les accompagner dans leur voyage le plus important, le passage dans l'au-delà. Métal indestructible, l'or est le compagnon idéal de l'immortalité. Des objets quotidiens en or étaient posés dans le tombeau afin que l'occupant des lieux puisse les utiliser dans sa nouvelle vie. Et les pharaons étaient parfois inhumés dans un cercueil d'or. Ainsi abordaient-ils leur vie éternelle, sous les meilleurs auspices. De l'autre côté du monde, les peuples de l'Amérique du Sud ont eux aussi donné naissance à de prestigieuses civilisations. La place de l'or dans leur société n'est d'ailleurs pas sans rappeler les pratiques de l'Égypte ancienne. Eux aussi croyaient au caractère sacré de l'or et à son origine divine. Pour eux, l'or renfermait toute la puissance du soleil. Les Andes et la forêt amazonienne étaient des régions riches en minerais. C'était un métal pur et facile à recueillir, mais qui restait néanmoins l'apanage de certains. Chez les Incas, nous savons que seul le souverain et la haute noblesse étaient autorisés à porter et à posséder de l'or. Nous savons également que la totalité de l'or et de l'argent, dans ce vaste empire, était la propriété exclusive de l'Inca, le souverain. Pour ces anciens peuples, l'or revêtait une grande valeur religieuse et symbolique. Les Incas voyaient dans l'or une pluie tombée du soleil, qui était une divinité majeure dans l'immense panthéon de cette civilisation. Ce métal indestructible était si beau et si brillant, avec sa couleur si éclatante, que les anciens croyaient à une origine divine. Et pour les descendants des Aztèques, au Mexique, le mot pour signifier l'or est encore Cuitlatl, ce qui veut dire littéralement l'excrément des dieux. Il y a donc une relation directe avec le monde spirituel. L'or occupe une place centrale dans presque toutes les religions. Dans la Bible, Dieu ordonne à Moïse de construire un tabernacle recouvert d'or, le seul métal capable de rendre justice à son projet divin. Mais quand Moïse voit son peuple adorer le veau d'or, il comprend que l'amour du métal jaune a remplacé l'amour de Dieu. Dans sa fureur, il brise les tables de la loi. L'or a également joué un rôle important
dans la très riche mythologie de la Grèce ancienne. Pour les Grecs, l'or appartenait à un autre monde. C'était un élément céleste. Une grande partie de la mystique entourant ce métal venait de sa rareté, alors que les Grecs disposaient en revanche de grandes quantités d'argent. L'or était d'autant plus exotique pour eux. L'or vient de pays lointains et son étrangeté renforce son attrait. Mais sa signification est également divine. Les Grecs croyaient en une époque mythique, un âge d'or où les gens ordinaires n'auraient pas besoin de travailler. Dans ce lointain passé, la mer regorgeait de poissons et la terre leur offrait toute la nourriture dont ils avaient besoin. Les gens ne connaissaient pas la misère et leurs objets quotidiens étaient en or. Cet âge étant révolu, les anciens Grecs ont associé leur propre époque à des métaux moins nobles. On en était arrivé à l'âge du fer. L'histoire de l'or mêle souvent mythe et réalité. Et pour peu qu'il soit associé à l'or, un personnage historique peut devenir légendaire. C'est ainsi que le nom d'un souverain dont la vie n'eut pourtant rien d'exceptionnel est à jamais associé au précieux métal. Il s'agit du roi Midas. Ce souverain obtint un jour des dieux la faculté de transformer en or tout ce qu'il touchait. Mais ce don allait vite devenir une malédiction. Il se mit à changer en or tout ce qu'il mangeait, buvait et touchait, et jusqu'à sa fille. Pour se débarrasser de cette malédiction, Midas dut se plonger dans les eaux du fleuve Pactole qui, depuis lors, nous dit la légende, charrie des sables aurifères. Le fleuve Pactole coule toujours en Turquie. Il fut une source importante d'électrum, un mélange d'or et d'argent qui se trouve à l'état naturel dans le lit des rivières. Midas a vraiment existé. Il régnait sur la Phrygie et le fleuve Pactole, qui coulait près de son royaume, fut pour lui une source de richesse qui le rendit célèbre dans l'Ancien Monde. On peut toujours voir les tumulus des souverains phrygiens à l'ouest de la Turquie. Midas était un roi très riche et prestigieux qui frappait l'imagination des gens et fascinait littéralement les Grecs. Venu d'Orient, avec beaucoup d'or, il fit des offrandes à l'oracle de Delphes. Nombre de ces artefacts en or ont pu être trouvés en Grèce. Mais la possession de l'or ne fut pas l'apanage du seul royaume de Phrygie et de Midas. Les puissants voisins de l'Ouest, les Lydiens, bâtirent eux aussi un vaste empire. Voici plus de 2500 ans, les Lydiens édifièrent leur capitale, Sardes, sur les rives du fleuve Pactole. C'était une cité active, bien située sur les routes commerciales de l'époque. Avec leurs réserves de métaux précieux, les Lydiens furent à l'origine de l'une des inventions les plus importantes de l'Antiquité. Ils utilisèrent l'électrum qu'ils trouvaient dans leur fleuve pour fabriquer des pièces de monnaie. À Londres, le British Museum présente l'une des plus belles collections de pièces au monde. Et l'histoire du monnayage commence voici plus de 2500 ans avec les petites pièces en électrum, rondes et épaisses comme des galets, que fabriquaient les Lydiens. Nous avons ici, pour autant qu'on le sache, les premières pièces de monnaie fabriquées au monde en Lydie. Elles furent donc probablement frappées par les souverains lydiens et elles sont en électrum.
On ne sait pas pourquoi ils utilisaient ce matériau, mais c'est peut-être parce que cet alliage se trouvait à l'état naturel dans le fleuve Pactole, qui traversait Sardes, la capitale du royaume. On a pu déterminer qu'il s'agissait des pièces de monnaie les plus anciennes lorsque des archéologues en ont découvert une quantité importante sous l'ancienne cité d'Éphèse. Éphèse était un port bruissant d'activité, à l'extrémité de la route royale qui venait de l'Orient et qui traversait Sardès. Le poids et la pureté des pièces qui comportaient le sceau royal étaient garantis par les souverains de Lydie. Ces pièces ont pu être datées avec une grande précision. Elles remontent à 635 avant Jésus-Christ. Pour l'Ancien Monde, il s'agissait d'une véritable révolution. La découverte de ces pièces à Éphèse signifie que cette révolution s'est étendue bien au-delà du royaume lydien, jusqu'aux rives de la Méditerranée. Mais sait-on vraiment s'il s'agit d'une invention des Lydiens ? La preuve la plus tangible de l'origine lydienne de ces monnaies, ce sont les inscriptions que l'on retrouve sur certaines d'entre elles. On ne sait pas vraiment ce qu'elles signifient, mais les lettres utilisées sont celles du système alphabétique des Lydiens. Auparavant, le négoce se faisait avec à peu près n'importe quoi, bétail ou coquillage. Avec le monnayage, il y avait désormais un moyen d'échange plus efficace. Une monnaie transportable, à laquelle on pouvait faire confiance. Les gens ne devaient plus peser de petites pièces de métal chaque fois qu'ils devaient procéder à une transaction. Les Lydiens surent tirer profit de leur invention. Les habitants de Sardès étaient connus pour leur sens du négoce. Ils vendaient tout, même leurs filles. Mais il y avait quand même un problème. Avec les pièces en électrum, les gens ne savaient pas quelles étaient les proportions respectives d'or et d'argent. Un problème que les Lydiens vont résoudre. Ces petits murs assez quelconques avec ces abris de protection modernes au-dessus, ce sont les installations où l'alliage naturel d'électrum était séparé en or et en argent. Les Lydiens ont créé la toute première raffinerie d'or. En combinant une technique de séparation et leur savoir-faire en matière de monnayage, ils ont donné naissance à un système qui suscitera bien des convoitises. À l'abri des murs de la monnaie royale, les Lydiens vont frapper les toutes premières pièces en or pur. Et l'instigateur de cette nouvelle monnaie n'est autre que le dernier roi de Lydie, Crésus. Un nom qui deviendra synonyme de richesse fabuleuse. Je pense qu'il faut discerner trois aspects dans l'attrait de l'or comme métal monétaire. Le premier, c'est tout simplement son apparence très agréable. Le deuxième, c'est sa ductilité. Il est facile à travailler et permet d'obtenir de très jolis motifs lorsque vous le frappez avec un outil d'estampage. Le troisième point, plus économique, c'est qu'il n'y a pas tant d'or que cela, et donc tout le monde n'y a pas accès. C'est un matériau qui sépare donc cette partie de la population qui en possède de celle qui n'en possède pas. Les pièces d'or et d'argent frappées à Sardès sont donc la première monnaie de métal connue dans le monde. C'est un système qui va perdurer dans le monde entier pendant 2000 ans. Cette monnaie deviendra très populaire et s'étendra à toute l'Asie mineure. Ces pièces d'or vont stimuler le négoce et augmenter la richesse et la puissance de la Lydie. Crésus était connu pour être l'homme le plus riche du monde, un souverain qui avait pour ambition d'étendre son empire. Persuadé que sa richesse le rend invincible, Crésus décide d'attaquer les Perses. Mais avant la bataille, il consulte l'oracle de Delphes. La prédiction lui semble favorable. Si tu traverses le fleuve Alice, tu détruiras un grand royaume.
Confiant, le souverain part affronter les Perses. Mais après le siège de Sardès, les Lydiens sont vaincus. Furieux, Crésus veut savoir pourquoi l'oracle lui a menti malgré ses innombrables offrandes. Et l'oracle lui répond : « Je n'ai pas menti, un grand royaume a été détruit, le tien. » Malgré la chute du royaume lydien, la capitale, Sardès, restera une grande cité. Au fil du temps, elle tombera sous la coupe des Perses, des Grecs et des Romains. L'héritage le plus important laissé par les Lydiens est sans conteste leur système monétaire. À leur tour, les Perses vont administrer la monnaie royale et frapper leur propre version des pièces d'or et d'argent. Et les souverains perses vont apposer leur image sur les nouvelles pièces. Des pièces qui seront d'ailleurs largement diffusées auprès d'autres peuples. Car ces pièces présentent d'autres avantages pour les souverains de l'Antiquité. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la monnaie constitue l'unique support de diffusion massive dans l'ancien monde. Il n'y a ni journaux, ni radio, ni télévision. La seule façon de faire passer un message simple à d'autres pays et sous une forme populaire, c'est la pièce de monnaie. C'est ce qu'a immédiatement compris Alexandre le Grand. Brillant stratège, le jeune souverain macédonien va conquérir le monde ancien en peu de temps. Il n'a que 26 ans et son empire s'étend déjà de l'Égypte à l'Inde. Pour proclamer sa puissance au monde entier, il va utiliser les pièces de monnaie. Alexandre va faire apposer sur les pièces des images bien connues de la mythologie grecque. La déesse Niké symbolise la victoire. Athéna est représentée sous les traits d'une guerrière. Le message est clair, le succès des armes penche du côté du Macédonien. Le jeune souverain va faire en sorte que cette monnaie circule aux quatre coins de son empire. Les victoires et les conquêtes d'Alexandre ne seront surpassées que par les Romains, qui bâtiront le plus vaste empire que le monde ait jamais connu. Rome était une formidable machine militaire et économique. Et il lui fallait de l'or pour fonctionner sans discontinuer. Pour les Romains, l'or était à la fois un bien sacré et terrestre. Ils stockaient leurs réserves sur le Capitole, l'une des 7 collines de Rome, dans un temple dédié à leur dieu le plus puissant, Jupiter. La légende dit que cet or faillit tomber aux mains des Gaulois qui dévastèrent Rome vers 390 avant Jésus-Christ. Un groupe de soldats gaulois était parvenu à rejoindre le Capitole, dernier bastion des Romains, sans être aperçu des gardes. Ce sont les caquettements des oies sacrées qui finiront par alerter les soldats romains. Les Gaulois seront capturés, la cité et son or seront préservés. Pour marquer leur reconnaissance aux dieux, les Romains bâtiront un nouveau temple dédié à la déesse qui les avait précédemment avertis d'un autre danger, Juno. Une déesse dont le surnom, Moneta, deviendra le mot latin pour désigner la monnaie. Si les Romains ont inventé le terme, ils avaient également grand besoin des espèces sonnantes et trébuchantes que recouvrait ce vocable, car la guerre coûte cher. Les Romains ont conquis la majeure partie du monde connu à l'époque. À son apogée, l'Empire s'étendait du mur d'Adrien jusqu'au nord du continent africain. Mais avec la gloire, la victoire apportait aussi son lot de difficultés. Ces territoires immenses vont enrichir l'Empire grâce aux nouvelles sources de métaux précieux tels que l'or. Mais chaque nouvelle conquête augmente les besoins d'argent, et notamment de l'argent pour les soldats, car l'armée se compose désormais de professionnels.
La solution sera trouvée avec la conquête de l'Espagne et l'annexion de la région montagneuse de Las Médulas. Les montagnes rouges de Las Médulas sont en effet très riches en minerais d'or. Cette région va fournir aux Romains les réserves apparemment inépuisables dont ils ont tant besoin. Dans leur quête du précieux métal, les mineurs romains vont bouleverser ce paysage à tout jamais. Ils vont raser des collines entières et construire de vastes réseaux de tunnels et de galeries à travers la montagne. Ce paysage tourmenté porte toujours les cicatrices de leur acharnement. C'était un travail harassant. Même avec des milliers d'esclaves, le processus est lent et laborieux. Trop lent pour répondre à l'urgence des besoins en or. Nous sommes ici au cœur même de la montagne. Les Romains l'ont creusé afin de trouver le minerai d'or dont ils avaient tellement besoin pour conserver leur empire. C'était un empire soutenu par des soldats professionnels et par un système d'esclaves. Il fallait des quantités considérables d'or qu'ils extrayaient partout où ils avaient une chance d'en trouver. En Europe, en Afrique du Nord, en Asie et ici, au nord-ouest de l'Espagne. Pour accélérer la production, les ingénieurs romains vont élaborer une technique très efficace. À une époque où les grosses machines et les explosifs n'existaient pas, ils vont utiliser la puissance de l'eau sous pression pour atteindre le minerai. Pour assurer leur réserve en eau, les Romains utilisent la neige d'une chaîne montagneuse avoisinante. L'eau de fonte doit alors être transportée à travers le pays jusqu'aux mines d'or. Ils construisent donc des canaux pour transporter cette eau. Certains d'entre eux mesurent plus de 100 km de long. L'eau est ensuite stockée dans des réservoirs dans lesquels monte la pression. À Las Médulas, ils vont creuser des tunnels pour diriger l'eau jusqu'au cœur de la roche. Lorsque la pression est suffisante, l'eau est libérée. Elle s'engouffre dans les tunnels et se trouve canalisée dans d'étroits passages. Sa force est alors suffisante pour arracher le minerai d'or à la roche. Pline, l'historien romain, a appelé cela « ruine montium », la démolition de la montagne, parce qu'ils ont littéralement fait exploser cette montagne. Malgré les efforts des Romains et le bouleversement opéré dans l'environnement, il reste encore aujourd'hui suffisamment de minerais dans les environs pour que l'exploitation soit rentable. Cette roche qui contient du minerai d'or a été extraite au fond de la vallée, dans la région de Belmonte de Miranda. Elle va être acheminée vers l'usine où l'on pourra en extraire l'or. Les techniques modernes d'extraction et de traitement sont très efficaces. La mine produit 5,5 tonnes d'or par an, beaucoup plus que les Romains n'en ont jamais rêvé. Les dernières fouilles archéologiques montrent que les Romains sont parvenus à extraire ici entre 4 et 5 tonnes d'or en 200 ans d'exploitation minière. Par rapport à nos propres standards, ce n'est pas beaucoup. Mais il faut se rappeler que dans les temps anciens, l'or était rare. À Rome, ceux qui possédaient de l'or possédaient tout. Dans la capitale de l'Empire, la possession de l'or est une quête incessante. Car le précieux métal permet d'acheter de nombreux privilèges. La société romaine est la première à être ainsi obsédée par la richesse personnelle. Un homme d'influence immensément riche va symboliser cette attitude nouvelle. Crassus. Un homme qui va faire son chemin à grand renfort de pièces d'or et qui rêve d'une place privilégiée dans l'histoire de l'Empire, celle d'un grand général.
Mais Crassus va être vaincu par les Parthes, qui vont l'éliminer d'une bien symbolique et terrible façon. Pour stigmatiser son avidité de gloire et de richesse, ils lui feront avaler de l'or en fusion avant de le décapiter. Les réserves d'or des Romains seront toujours insuffisantes pour répondre aux besoins de l'Empire. Ils auront beau trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, l'or leur fera toujours défaut. D'un bout à l'autre de l'Empire romain, une seule monnaie est alors en vigueur. Les pièces circulent aux quatre coins de cet immense empire, permettant de faire tourner la machine économique romaine. Mais la tentation est grande pour un empereur de manipuler des réserves en or, somme toute limitées. En ajoutant discrètement des métaux moins coûteux, il est possible de fabriquer davantage de pièces de monnaie, en utilisant moins d'or et d'argent. Et d'autres personnes peu scrupuleuses peuvent aussi altérer la monnaie pour en tirer profit. Par exemple, en limant le bord des pièces d'or pour récupérer quelques grammes du précieux métal au détriment de l'État. Le public va finir par perdre confiance dans sa monnaie. Une monnaie dont la valeur diminue pendant qu'augmente l'inflation proportionnellement à la perte de poids des pièces d'or et d'argent. La faiblesse de l'économie devient la faiblesse de l'Empire. Le premier empereur chrétien, Constantin le Grand, juge qu'il faut remettre de l'ordre dans tout cela. Pour échapper à la corruption de Rome, il déplace le centre de l'Empire jusqu'à une grande cité qui porte son nom, Constantinople. Autour de cette capitale nouvelle, qui deviendra plus tard Istanbul, il bâtit un empire formidable basé sur le commerce et le christianisme. Constantinople se trouve à la croisée des chemins entre l'Orient et l'Occident, et sa capacité d'accès aux minéraux et aux ressources naturelles va récompenser la vision de son fondateur. En l'espace de 1000 ans, Constantinople va devenir la cité de rêve de toute la chrétienté. Une cité où fleurit le commerce. Constantin va faire frapper une nouvelle pièce d'or, le solidus. Ce sera le point d'orgue de son règne. Une monnaie en or pur qui jamais ne se dépréciera. Une monnaie si solide qu'on la surnommera bien plus tard le dollar du Moyen-Âge. Le dollar du Moyen-Âge, c'est une expression très appropriée. À l'instar des pièces d'argent athéniennes du IVe et Ve siècle, qui circuleront largement et seront acceptées de tous, un peu comme notre dollar ou notre livre sterling d'aujourd'hui, le solidus byzantin, considéré comme une monnaie de valeur, est partout accepté. Le solidus sera utilisé jusqu'en Chine, en Angleterre et en Scandinavie. Ce sera l'une des monnaies les plus durables de tous les temps. Constantinople est alors le centre du monde. Sa richesse transparaît dans son architecture somptueuse, comme avec l'église Sainte-Sophie, dont le dôme est revêtu de 12 tonnes d'or. Une église constellée de superbes mosaïques. Constantinople va devenir la cité de l'or. Ses artistes et ses artisans seront considérés comme les meilleurs du monde. Pour les empereurs les plus puissants, l'or devient une véritable obsession. L'un d'eux ira jusqu'à apposer l'image sacrée du Christ sur le solidus d'or. Les mosaïques religieuses deviennent alors de plus en plus élaborées. Le peuple finira par se demander si les empereurs montrent de la dévotion à la gloire de Dieu ou à la gloire de l'or. Et des répercussions politiques ne manqueront pas de surgir. Un changement va intervenir. La croix sera la seule image désormais autorisée et le dessin des pièces de monnaie est simplifié. Les riches mosaïques seront détruites. Quant aux empereurs, ils continueront toutefois
à accumuler de l'or dans leur coffre. Alors qu'en Orient, Constantinople est une cité prospère, en Occident, l'Empire romain, ou ce qu'il en reste, continue à se déliter. L'Europe s'enfonce dans l'âge des ténèbres. Les populations s'éloignent des villes pour rejoindre les campagnes et se constituer en petits hameaux. La loi et l'ordre disparaissent. Et dans ces temps troublés, les gens amassent et dissimulent leur or dans l'espoir qu'il échappera aux pillards. Cette thésaurisation aura pour effet de réduire la circulation de la monnaie. Avec pour corollaire un effondrement du commerce et de l'économie. L'or, qui avait permis de faire fonctionner la puissante machine romaine, est désormais mis de côté pour des jours meilleurs. Au 7e siècle, on a cessé d'utiliser l'or. Les économistes et les historiens chercheront à en connaître la raison. Peut-être faut-il y voir simplement un changement dans les comportements commerciaux avec la disparition des sources de production de l'or en Afrique et en Orient. Il n'y avait désormais plus suffisamment d'or pour permettre une frappe régulière de la monnaie. Mais c'est aussi une époque de grande ferveur religieuse. Dans les monastères, les moines célèbrent Dieu dans les enluminures des manuscrits, les lettres rehaussées d'or soulignant la grandeur divine. En raison de leur rareté, ils n'utilisent que d'infimes quantités de poudre d'or mélangée à du blanc d'œuf pour décorer leurs manuscrits. C'est un travail laborieux et d'une infinie délicatesse. Contraints par les temps difficiles, les artisans européens perpétuent une technique antique encore utilisée de nos jours. Ils pressent l'or en feuilles de plus en plus minces. Avec une once du précieux métal, on peut fabriquer une feuille d'or capable de couvrir une surface de 90 mètres carrés. Appliquées sur les meubles ou sur les bâtiments, ces feuilles d'or brillent autant que l'or massif. La notion de feuille d'or est apparue très vite. Dès que l'homme a eu entre les mains une pépite d'or, il a tapé dessus pour lui donner une forme. Et l'homme étant curieux, je dirais que dès qu'il a commencé à voir que la feuille d'or la pépite d'or s'allongeait, il a voulu la pousser à l'extrême. Et on est très vite arrivé à des feuilles d'or qui étaient beaucoup plus épaisses qu'aujourd'hui. Mais déjà, du temps des pharaons, on avait des feuilles d'or qui étaient très fines, qui étaient battues entre des papyrus. Cette technique d'étirage des petites quantités d'or, qui va devenir un art à part entière. Alors les batteurs d'or sont de très petits consommateurs d'or, en fait. Puisque nous, Dauvet, avec 30 personnes, on consomme à peu près 40 kg d'or par an. Et 40 kg d'or, en volume, ça représente 2 litres. Donc c'est vraiment dérisoire. Alors 40 kg d'or, ça fait à peu près, je dirais, avec les semaines travaillées, ça fait à peu près 1 kg d'or par semaine. Je crois qu'en bijouterie, il se consomme 6 tonnes d'or en France par an. Je vous dis, nous, avec nos 40 kilos, on est loin du compte. Cette technique va également donner naissance à une mode. La dorure sera appliquée à tout l'environnement quotidien, des chaises jusqu'à la toiture des églises. En 750 après Jésus-Christ, la Grande-Bretagne actuelle est encore divisée en plusieurs royaumes rivaux. L'or est alors très rare et la monnaie peu usitée. Mais tout cela va changer. Offa, le puissant souverain de Mercie,
règne alors sur un vaste territoire. Il va faire frapper une monnaie et créer un système monétaire qui suscitera l'envie de tous les peuples d'Europe septentrionale et durera 500 ans. Comme il n'a pas beaucoup d'or, il utilise l'argent de Cornouailles et veille de près à la qualité de ses pièces de monnaie. Dès cette époque, l'argent des Angles commence à jouir d'une réputation d'intégrité et de pureté. Cette réputation se prolongera jusqu'à nos jours. Chaque année à Londres se déroule une cérémonie vieille de 700 ans. On vérifie le poids et la pureté de chaque nouveau modèle de pièce frappé par la monnaie royale et l'on établit un jugement sur sa qualité. C'est un verdict qui prend beaucoup de temps. Chaque pièce, testée et vérifiée, est mentionnée dans ce verdict qui est lu en public dans la salle qui se trouve derrière moi, afin que les citoyens puissent savoir que la monnaie de leur pays est de bonne aloi. L'Europe va émerger de cette ténébreuse période et retrouver une énergie nouvelle. Des cathédrales sont construites et des universités fondées. Le temps des croisades est maintenant venu. Les armées quittent l'Europe pour rejoindre la Terre Sainte et la ramener dans le giron de l'Église chrétienne. Au XIIIe siècle, les souverains de nouveaux États prospères en Europe occidentale frappent leur propre monnaie d'or les uns après les autres. La croisade est également financière. Ces monnaies ont pour ambition de rivaliser avec le solidus de Constantinople. Venise est alors la plus puissante des cités d'Europe. Dotée d'une situation géographique exceptionnelle, la cité des Doges règne sur les mers et l'or coule à flot. Les orfèvres vénitiens acquièrent une prestigieuse réputation. Les riches marchands et gouvernants de l'époque couvrent littéralement la cité d'or. Constantinople est un lointain souvenir. La grande cité et la culture de l'Empire byzantin se délitent rapidement. Même les remarquables pièces d'or arrivent au terme de leur vie après 1000 ans de suprématie. Les murs massifs de Constantinople ont repoussé les envahisseurs pendant plusieurs siècles. Affaiblie, la cité finira par tomber dans les mains de Mehmed II le Conquérant, un envahisseur ottoman qui en brisera les défenses et galopera à travers ses rues. En 1453, Constantinople est mise à sac par les Turcs. Cet événement marque la fin de 1000 ans d'histoire et de gloire et d'une immense richesse. L'avenir de Constantinople penche désormais du côté de l'islam. L'aube se lève sur le nouvel empire des sultans ottomans. En Occident, l'avenir s'assombrit encore. Un siècle de guerre et de fléaux s'annonce en Europe. Des temps si troublés que même l'argent ne semble plus avoir d'importance. Mais jamais les hommes n'oublieront bien longtemps le scintillement de l'or.